Bienvenue à l'Écuge, l'espace culturel et universitaire juif d'Europe. Je suis heureux, ravi de vous accueillir pour cette soirée avec Johann Sfar et l'occasion de le remercier de son amitié, de sa fidélité à cette maison. C'est toujours un bonheur de le recevoir. Merci Johann Sfar d'être avec nous. Merci beaucoup de m'accueillir. Bonsoir tout le monde. C'est une soirée qui s'inscrit dans le cadre du festival Confluence, créé par l'Écuge il y a 3 ans maintenant. Et c'est un festival qui se veut un moment d'échange, de partage autour de cette culture du lien, cette culture du dialogue que nous connaissons dans le bassin méditerranéen. Et donc cette quinzaine des cultures juives se poursuit toute la semaine et la semaine prochaine avec beaucoup d'autres événements de formes et de nature très très différentes. Ici même, demain, aura lieu la projection d'un documentaire inédit qui s'appelle « Comment j'ai trouvé Tunis à Paris ». Et pour revenir à ce soir, c'est également un moment très très important que de nous retrouver, particulièrement cette semaine où nous avons retrouvé un peu d'espoir avec ce processus de libération des otages qui est entamé. Et je crois que le travail et l'engagement de Johann nous aident à penser et à traverser cette période qui est difficile et pour laquelle la question de l'espoir est fondamentale. Espoir évidemment que tous les otages rentrent chez eux, espoir également que toutes les populations de cette région puissent retrouver un peu de sérénité. Alors de la sérénité, du rire et aussi de l'engagement, nous allons le retrouver encore ce soir avec Johann Sfar et je veux également remercier Chaim Musicante qui anime avec Léa Stanislas ce rendez-vous régulier autour de la BD qui s'appelle BD à l'Écuge. Donc merci à tous les deux de programmer cela et je vous laisse pour cette belle soirée. Alors, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition avec l'abonné de BD à l'Écuge qui s'appelle Johann Sfar. Alors, ce qui est très bien chez les Juifs, c'est que les Juifs sont très observateurs. Alors, il y a des gens qui m'ont vu arriver avec cette valise et qui m'ont dit « Mais tu arrives d'où ?» Et je leur dis « Mais vous ne savez pas d'où j'arrive ? J'arrive de la gare du Nord. » Et ils me disent « Mais la gare du Nord, c'est quoi ? C'est Liège, c'est Bruxelles ?» Et je leur ai dit « Vous savez, la dernière fois que je suis allé à la gare du Nord, je suis allé chercher quelqu'un qui est arrivé spécialement ce soir de Jérusalem pour revenir parmi nous et qui était au premier rang, et c'est Michel Kishka. » Voilà, alors Michel, c'est un petit peu pour prolonger ce que vient de dire Gad. On est dans l'émotion. On est dans l'émotion parce qu'il y a 2 mois, on avait parlé d'un livre au cœur du 7 octobre auquel tu as collaboré. Et puis là, ce soir... Johann nous fait l'amitié de venir présenter son nouveau livre. Alors, il y a une deuxième raison pour laquelle j'ai apporté cette valise. Parce que moi, pendant des années, j'avais une vie tranquille. Quand j'avais envie de lire une bande dessinée, alors je lisais une bande dessinée entre, Tintin... dont une version vient de sortir, comme tu le sais, en version colorisée, hein, c'est le Lotus bleu, Astérix, Gottlieb pour faire plaisir à Michel Kishka. J'étais tranquille. Le chat du rabbin, on l'avait présenté ici, tranquille, on a parlé du chat, du rabbin, de l'Algérie, de tout ce que tu veux. Et puis, l'année dernière, il nous sort ça. Il nous sort « Nous vivrons ». Ok, je me dis, tiens,
Il nous fait quoi là, Johan? C'est un bouquin de poids. Et vous savez, c'est le genre de bouquin, même si vous avez des insomnies comme Bernard-Henri Lévy, qui en a profité pour sortir un bouquin pour nous dire qu'il a à dormir la nuit, c'est pas un bouquin qu'on lit d'un seul coup. Je ne sais même pas si j'emploierai le titre de bouquin. Je ne suis même pas sûr que je parlerai de bande dessinée, mais peut-être d'un roman biographique, autobiographique. Et donc, moi, je connais des gens, et je le promets, hein, qui, le mois dernier, sont arrivés jusqu'au bout du bouquin. Donc, on était tranquille. On était tranquille. Et Johan, qui vraiment n'a rien d'autre à faire, il nous sort ça. Il nous sort ça. Que faire des Juifs? Alors tous ceux... Donc vous avez compris pourquoi j'ai apporté ma valise. D'ailleurs, je propose que l'année prochaine, quand tu viendras présenter ton prochain bouquin avec ton éditeur, les arènes BD, vous passez un accord avec qui tu veux pour que chacun puisse repartir avec ses valises. Parce que comme tu le sais, comme tu l'as vu tout à l'heure, plusieurs de mes amis qui ne sont pas ici dans la salle à Paris, mais qui nous suivent en direct sur la BD, pardon, sur Facebook, grâce à notre ami Jérémy qui est là-bas dans la technique, et ben ils m'ont dit tu nous rapportes le bouquin. Alors, bon, moi j'ai terminé de parler, donc maintenant toi tu vas parler pendant 1 heure. Alors je vais te dire, c'est que il y a 1 an, tu nous as apporté ce livre Nous vivrons, et bien sûr, tout le monde se promène ou s'est promené avec le rail que tu avais fait. Donc on était très tranquille l'année dernière. Après le 7 octobre, Johan Sfar, il nous disait « Nous vivrons, chouette, on continue ». Et là, tu nous balances une question. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a que des juifs pour poser des questions. Qui nous dit que faire des juifs? Alors, on va bien sûr développer le contenu de ce livre, mais première question d'une facilité déconcertante. Johan Sfar, pourquoi il a choisi ce titre et que faire des juifs? Merci beaucoup d'être aussi nombreux malgré le mauvais temps. Merci Chaim pour cette excellente introduction qui me rassure, parce qu'à chaque fois que je vois un juif avec sa valise prête, je me dis qu'il est encore plus pessimiste que moi. Il y a, pour répondre à ta question, parce que faire des juifs, ça concerne aussi les juifs, il y a 2 chiffres paradoxaux cette année. Je crois que les Israéliens les connaissent mieux que nous, mais on peut s'y pencher. Il y a eu une explosion depuis la France des demandes d'Aliyah vers Israël, et il y a eu une forte baisse des aliotes, ou des, je ne sais pas comment on dit, en Israël. Ce qui m'a amené à conclure que le seul endroit où les Juifs étaient bien, c'était dans l'avion. Et mis à part cette question qui nous taraude tous, qu'est-ce qu'on va faire de notre peau, qui en France est brûlante, je dirais, depuis les meurtres de Mohamed Merah, depuis qu'on s'aperçoit qu'on ne sait plus trop où mettre nos enfants à l'école, c'est-à-dire qu'à l'école laïque, ils se font agresser. Les écoles juives, non seulement sont protégées et parfois attaquées, mais en plus, les écoles juives refusent du monde. Donc, les enfants juifs, on les met dans l'enseignement privé catholique, qui se retrouvent à devoir faire des repas cachers et des repas halal aussi, parce que beaucoup de familles musulmanes mettent leurs enfants là-bas. Alors, au-delà de ça, il y a eu deux questions qui m'ont vraiment occupé. J'ai fait un tour des librairies avec Nous vivrons l'an dernier, et j'ai mesuré à quel point la population française vaut beaucoup mieux que ce qu'on raconte d'elle sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on a une population qui a envie de parler, qui a envie de s'interroger, quelles que soient ses origines, que ce soit des Français d'origine musulmane, d'origine chrétienne, de famille athée. Ils ont envie de parler. Ils n'ont qu'une peur, c'est que s'ils parlent ou des Juifs ou du Proche-Orient, on les traite d'anti-juifs. Donc ils n'osent rien dire. Et ces rencontres en librairie m'ont fait un bien fou parce que j'ai rencontré des gens chouettes. J'ai rencontré des gens à qui j'aurais aimé amener mon père et mon grand-père maternel qui ont passé mon enfance à m'expliquer l'histoire du peuple juif, ses paradoxes, ses incohérences, voir que, bon,
ça, c'était la première volonté, c'est d'amener mon père et mon grand-père et leur savoir et leur intelligence à un public qui connaît pas grand-chose sur les Juifs et qui a une obsession juive. Je sais bien qu'on réussira pas à vaincre l'antisémitisme, mais enfin, à part parler, moi, je sais rien faire. Et il y a une autre chose qui m'est venue à l'esprit en chemin vers les Cuges, un long chemin parce qu'il y avait des embouteillages. Je me suis dit, je vois très bien ce que je vais expliquer dans les librairies à un public non juif qui s'intéresse, mais qu'est-ce que je vais expliquer à des juifs? Et là, il m'est venu un truc tout simple, c'est que moi, le premier, on n'y connaît pas grand-chose sur les juifs. Comme on baigne dedans, comme on est né là-dedans, comme on a l'impression qu'on connaît, bon, j'ai essayé là-dedans, depuis Flavius Joseph jusqu'à Albert Londres, jusqu'à des juifs d'aujourd'hui, de faire parler le plus de juifs possible et de garder intact ce qu'ils m'ont raconté, c'est pourquoi il y a beaucoup de pages, pour voir à quel point chacun d'eux m'a surpris dans ce qu'il a dit, dans ce qu'il a raconté, dans la manière dont il voyait sa relation au judaïsme, pour qu'à la fin du livre, plus personne puisse dire « un juif, c'est ça ». Plus personne puisse nous enfermer. Il y a dans ce livre beaucoup de juifs qui ont dit des choses qui m'ont révolté. Moi-même, j'imagine, dès que je reçois assez d'insultes pour savoir que dès que je prends la parole, il y a beaucoup de juifs qui sont révoltés dès que je raconte quelque chose. Ben, j'ai essayé de garder ça. J'ai un petit exemple, parce qu'on a la chance d'avoir Michel Kishka ce soir. Il y a quelques mois, et le livre en parle, j'étais à Tel Aviv avec ma collaboratrice Esti, qui est une grande scénariste et qui enseigne le scénario à Tel Aviv. J'ai dit, est-ce que je peux rencontrer tes étudiants? Donc tous les jeunes Israéliens, le plus jeune étant Michel, qui vont devenir scénaristes de cinéma ou de télévision. Et avant d'y aller, elle m'a dit, je te préviens, la fac de Tel Aviv, c'est pire que Sciences Po, c'est pire que Columbia. C'est là que tu verras le plus de drapeaux palestiniens. Tu verras personne d'aussi anti-israélien. J'ai dit, bon, tu sais, moi j'ai l'habitude. Et j'y suis allé. D'abord, ça s'est extrêmement bien passé. Et ensuite, j'ai vu une cinquantaine de jeunes gens à qui j'ai demandé tout simplement, qu'est-ce que vous faites là, en Israël? Et Michel en est témoin. Il n'y a pas eu de réponses semblables. Et ces réponses étaient formidables parce que aucune d'elles n'était idéologique. Et chacune tombait sous le sens. Il y avait une jeune fille religieuse qui dit bah, « moi, mon mode de vie proche de la Torah, en Israël, ça me convient mieux ». Il y avait un comique de stand-up, il dit « écoute, moi j'aimerais aller aux États-Unis, mais mes blagues, elles marchent qu'en hébreu ». Il y avait un sportif qui faisait ses obligations militaires, qui dit « écoute, c'est plus fort que moi, j'adore les équipes olympiques israéliennes, quand j'allume la télé, quelle que soit l'heure, je les écoute ». Et j'ai vu une nana qui disait bah, « nous, on vient d'Azerbaïdjan, mes parents sont arrivés là quand j'étais gamine, je ne savais rien du judaïsme, simplement mon pays, c'est ici. » Et une juive d'origine américaine qui a dit « il me semble qu'il y a eu la guerre ici depuis l'âge de bronze, et quand je regarde le monde entier, je ne vois pas un seul endroit où ça va bien, donc moi, je suis ici. » Et donc, ça, c'est une chose parmi des centaines qu'il y a dans cet ouvrage. J'essaye que ce soit un roman, donc ça commence avec moi enfant, ça se termine avec moi aujourd'hui, il y a tout de même un fil rouge, mais le but c'était de faire parler des juifs plus différents les uns que les autres pour que nos lecteurs, y compris les juifs, apprennent des choses et se rendent compte qu'on a tous beaucoup de choses à apprendre sur le sujet. Bon, on va faire un peu de... On va faire un peu de provoque, hein, tu es d'accord? Oui. Bon. Alors, tu sais, les amis qui me suivent sur Facebook savent que, bien évidemment, à part annoncer toutes les sorties de Michel Kishka, j'annonce les tiennes. Et donc, j'annonce la soirée d'aujourd'hui, avec la couve du bouquin, qui est interrogative. Que faire des Juifs? Et il y a quelqu'un qui m'a mis comme commentaire... C'est la question que se pose Jean-Luc Mélenchon. C'est exactement ce qu'a dit mon cousin Paul Tayeb, qui habite Jérusalem et à qui je pense beaucoup en ce moment, puisqu'ils ont fêté il y a 3 jours la rémission du petit Yinon, qui est mon petit cousin, et qui se remet d'une grave blessure qu'il a eue à la guerre. Donc je pense beaucoup à eux, parce que je sais qu'ils regardent. Quand il a vu Que faire des Juifs, mon cousin Paul a dit « fais gaffe, il risque de te répondre ». Évidemment, les premiers qui ont répondu, c'est des juifs sur Twitter, qui ont dit « quelle honte, comment il peut dire une chose comme ça, quelle salope, prenez-moi ». Mais si j'avais appelé ça historiographie comparée de l'antisémitisme et du peuple juif, j'en aurais vendu moins.
On a la chance d'être dans le seul pays au monde où on peut vendre au public 560 pages de bande dessinée en couleur sur un sujet tout de même de sciences humaines, c'est-à-dire l'histoire du peuple juif. Je ne vais pas non plus aggraver mon cas en mettant un titre emmerdant. Simplement, comme je dessine, il n'y a pas juste un titre, il y a aussi un dessin. Et qu'est-ce que c'est ce dessin ? C'est une cérémonie que vous connaissez sans doute aussi bien que moi, mais quand j'étais petit, elle m'embêtait beaucoup. C'est la cérémonie de Tachlir. Le livre s'ouvre sur deux choses. À chaque fois que je fais de la promo, je raconte Goldorak. Je suis petit, je regarde Goldorak. Ma grand-mère coupe Goldorak. Elle met les accords de Camp David. Elle me dit ça te concerne. Et je dis voilà, c'est le moment où le Proche-Orient a commencé à me casser les pieds. Mais pour moi, le vrai début du livre, c'est cette cérémonie de Tachlir. Je dois avoir 8 ans, 9 ans. Et on va avec tous les juifs de Nice au bord de la plage. Dans le livre, je dis en tenue de juif. C'est-à-dire qu'on a des costumes, on a des kippotes. Il y en a même qui ont le talit, qui aggravent leur cas. Et puis ils sont debout. Et puis ils se balancent. Et puis ils font comme ça. Et alors, mais les gens se baignent encore en septembre-octobre. Donc j'allais dire, il y a les gens normaux qui sont en maillot et sans aucune méchanceté, c'est pas Mélenchon. Ils regardent ces juifs. Et ce que j'admire, c'est que les juifs vivent ça très bien. Ils vivent très bien. Moi non. Moi je suis mal à l'aise. Moi je les vois, les regards. Donc il y a évidemment cette question, que faire du juif qui est en moi ? Et pourquoi j'ai mis cette cérémonie ? Parce que je savais que dans l'ouvrage, je ferais beaucoup usage des écrits d'Albert Londres. Albert Londres décrit la même cérémonie à Tel Aviv en 1929. Et il raconte en 1929 ces juifs qui vont se baigner comme s'il y avait une compétition de natation, ces juifs qui débarquent avec leurs valises comme toi et qui se demandent où ils vont travailler. Et au milieu de ça, il y en a qui arrivent en costume et qui font Tachlir. Ils vont jeter leur péché à la mer. Et donc voilà, pour moi, le vrai truc, il est là, c'est aussi ce combat intérieur, ce travail sur le juif qui est en nous. On avait tous le loisir, avant le 7 octobre, d'être 5 minutes par jour, et c'était très agréable. Et moi, j'ai toujours milité pour une identité multiple, choisie, et surtout qu'on n'est pas obligé de définir. Moi, ça me plaît de ne pas savoir si juif, c'est une religion, c'est une culture, c'est un peuple, c'est une ethnie, c'est une littérature. Je n'ai pas envie de répondre. Simplement, après le 7 octobre, tout le monde nous est tombé dessus en disant tiens, les juifs, ils sont devenus crispés après le 7 octobre. Mais c'est pas vrai. C'est la société entière qui nous est tombée dessus. Et là où les gens... moi, toute ma famille paternelle est en Israël. Mais même ceux d'entre nous qui n'ont aucun lien avec Israël, ce qui leur est arrivé du jour au lendemain n'a rien à voir avec les massacres du 7 octobre. Ça a à voir avec une frénésie sur le sujet juif qui s'est ouverte aux États-Unis, en Europe, au Canada, en Australie, partout où se trouvent des juifs. Et on est tombé sur nous pour qu'on y réponde. On est tombé sur nous parfois avec violence, parfois avec bêtise, parfois avec frénésie. Quand je dis que beaucoup de jeunes juifs ne peuvent plus aller en fac, c'est pas parce qu'on leur tape dessus, c'est parce qu'à chaque fois qu'ils vont en fac, tout le monde leur tombe dessus en leur parlant du Proche-Orient. Peut-être que beaucoup d'entre eux n'avaient jamais étudié le Proche-Orient avant, ne savaient rien du tout sur la réalité de la politique israélienne. Moi, je dois dire que plus je vais en Israël, moins je comprends. Et donc, j'ai essayé. Il y a quelque chose de très positif qui s'est passé depuis l'an dernier. Je fais le chat du rabbin depuis 30 ans et j'ai coutume de répéter que je suis le rabbin des juifs paumés. Il y a énormément de gens pour qui le judaïsme était tout à fait périphérique, j'en fais peut-être partie, qui du jour au lendemain se sont réveillés. L'UEJF a ouvert des antennes dans toutes sortes de petites villes françaises. Et je dois dire qu'une des envies derrière ce livre, c'est de... Le terme réarmer est très mal choisi, mais de nourrir intellectuellement cette jeunesse qui a envie d'en savoir davantage sur le judaïsme, d'en savoir davantage sur l'histoire d'Israël, sur l'histoire de l'antisémitisme, parce que malheureusement c'est indissociable. Et j'ai essayé de ne pas le faire comme un professeur, j'ai essayé de travailler sur ma propre ignorance. Voilà, donc c'est ça ce bouquin. Alors, pour compléter au fond ton propos, c'est que pendant des dizaines d'années, il y avait cette notion, on parlait des juifs de Kippour, c'est-à-dire, toi tu as parlé de Tachlir, bon moi je prends quelques jours plus tard, les juifs qu'on ne voyait qu'une seule fois par an à la synagogue, certains peut-être inspirés par Uderzo et Goscinny qui avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête si jamais le jour de Kippour ils n'étaient pas à la synagogue. Et puis on a l'impression, en t'écoutant, en parlant avec des tas de gens que tu as rencontrés à Paris et en région, qu'il y a une nouvelle catégorie de juifs,
y compris des gens qui, comme tu le dis, étaient très éloignés, ce qu'on appellerait les Juifs du 7 octobre. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire être solidaire d'Israël, ça veut dire avoir peur pour son propre avenir, celui de ses enfants, celui de ses petits-enfants. J'allais dire, il y a quelque chose, ça réveille quelque chose de plus profond. Je vais parler de moi parce que c'est mon sport favori, mais je crois qu'on se sent tous concernés par ça. On est dans cette salle, à 20 ans près, on a tous le même âge, sauf les petits. J'espère que c'est pas trop ennuyeux pour les petits. On est tous coincés entre ce que nos parents nous ont inculqué sur l'histoire de la Shoah, sur la création de l'État d'Israël, sur là d'où on vient, et le monde moderne, et le sentiment qu'on avait que ça allait durer toujours, malgré les pessimistes dans nos familles qui nous disaient il y a eu un répit après la Shoah, mais ça va revenir. Et beaucoup d'entre nous, et j'en fais partie, éprouvent une réelle rage à se voir résumé à notre judaïsme, alors qu'on est tant d'autres choses en plus. Et j'ai l'impression que moi, je ne fais pas juste un livre pour témoigner, je le fais pour me débarrasser. J'ai eu un père qui était un avocat militant, qui a toujours milité pour les Juifs, contre le racisme. Il a fait mettre en prison des néo-nazis. Toute sa vie était une espèce de combat. Et à un moment, quand les radios libres ont été créées, il a, pendant 10 ans, fait l'histoire du peuple juif à la radio juive de Nice. Et à son décès, ma sœur Yael m'a envoyé une centaine de cassettes, 102 heures de la voix de mon père, qui raconte l'histoire des Juifs depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et je pensais me débarrasser et résoudre le problème en leur trouvant une maison chez Academ, pour ne pas les nommer, qui ont été extraordinaires, qui ont nettoyé, digitalisé ces témoignages, qui les ont mis en ligne. Et je les ai écoutés récemment, parce que je n'avais pas de magnétophone. Non seulement c'est écoutable, mais il n'y a pas d'équivalent à la somme radiophonique qu'a rassemblé mon père, qu'un type puisse consacrer 10 ans à faire l'histoire des Juifs en radio, ça ne s'est jamais vu. Mais le problème, c'est qu'à la seconde où je l'ai fait, je sais que ça ne suffit pas. Je sais, d'ailleurs, pour mon père, rien ne suffisait jamais. On a trouvé une interview de lui au moment où les Juifs s'enfuyaient du RSS, où mon père levait des fonds lors d'une soirée du Bnei Brit à Nice, et il a expliqué, pour que ce soit clair aux Juifs de Nice, que quoi qu'il donne, ce ne serait pas assez. On a résumé à peu près mon père. Mais il m'a semblé que je devais faire ma version à moi de l'histoire des Juifs. Et le problème est arrivé très vite. Et c'est là aussi la source, selon moi, de l'antisémitisme. Pourquoi on parle tellement des Juifs tout le temps? Parce que qu'on vienne du monde juif, du monde chrétien, ou du monde musulman, ou après ça du monde marxiste, ou après ça du monde panarabe, on est tous fondés par la mythologie biblique monothéiste. Donc quand on étudie l'histoire des Juifs, il est très difficile de faire la part des choses entre ce qu'on a appris quand on était enfant, lors des fêtes, au Talmud Torah, lors de l'étude biblique, et le moment où l'histoire apparaît pour de vrai. Et quand l'histoire apparaît pour de vrai, jusqu'à récemment, elle est toujours colorée, teintée par cette mythologie. Et donc ça, c'est un vrai sujet du livre, c'est l'entrelacement entre nos traditions, les évidences qu'on croit avoir sur les Juifs et qui sont souvent fausses, et le réel. Et souvent, cette charge mythologique, elle fait obstacle au dialogue, à la paix, au réel. Donc j'essaye pas mal de parler de ça. Par exemple, de dire, je pose des questions provocantes au Talmud Torah, à partir de quand il y a des Juifs dans la Bible? Bon, Adam et Ève, ils ne sont pas juifs. Noé, il n'est pas juif. Abraham, il est juif. Oui, mais c'est longtemps avant le don de la Torah. Bon, alors après, on va arriver au roi David, au roi Salomon. Bon, eux, ils sont juifs. Ils ont existé. On n'est pas sûr et certain. Mais ça, ce nuage biblique que les gens utilisent pour dire, mais en fait, vous avez aucune... Il s'estompe dès qu'on arrive dans la vraie histoire. Dès qu'on arrive dans l'Empire romain, dès qu'on lit Flavius Joseph, dès qu'on lit les premiers pogroms à Alexandrie. Donc j'essaye de raconter ça. J'essaie de raconter comment on est tellement baigné, j'allais dire, d'un nuage biblique qui nous constitue. Un ami me disait, un ami catholique, mais ça vaut pareil chez les Juifs, il me disait quand les religieux t'attrapent avant 6 ans, t'es foutu. Ça va constituer toute ta vision du monde. Moi, ça me convient. Mais après ça, on débarque en terre d'histoire, on débarque en terre de sciences humaines. Donc je démêle rien, mais je raconte. Oui, mais alors, il y a quelque chose qui semble à la fois compréhensible et incompréhensible. Je vais faire une analogie complètement nulle, comme d'habitude. C'est ce qui fait mon succès. Tu sais, c'est que un président de la République, dont j'ai oublié le nom et le prénom,
a décidé, quelques minutes après des élections européennes, de dissoudre le Parlement. Et puis, tout d'un coup, on savait qu'allaient arriver les Jeux olympiques et paralympiques. Et puis, comme dans un film de Jean-Yann, tout le monde, il était beau, tout le monde, il était gentil, y compris la police. Tout le monde vous disait bonjour, personne ne vous bousculait dans le métro. Et la phrase qui a été employée par la presse, c'était de dire « formidable, dans cette période des Jeux olympiques, eh bien, on a eu de parenthèses enchantées ». Alors, la question que je veux te poser est la suivante, qui est une énigme, même si, bien sûr, ta réponse était tout à fait d'une grande intelligence, mais moi, elle ne me satisfait pas. C'est-à-dire que, bon, les Juifs, ils ont eu quelques soucis, et pas seulement depuis Adam et Ève. On a fêté il n'y a pas très longtemps Hanouka, les Romains, je peux te faire toute la liste, les pogroms, l'Inquisition, la Shoah, etc. Mais il y a une chose qu'on ne comprend pas, c'est que le 7 octobre 2023, c'est le plus grand pogrom depuis la Shoah. 1200 personnes sont tuées, et pas uniquement des Juifs. Puis ce chiffre, malheureusement, est monté à 1900 personnes. Et la chose qu'on ne comprend pas, c'est que depuis 1948, le 7 octobre commence la 12e guerre. Je ne connais pas un autre pays dans le monde qui, depuis sa fondation, a dû mener sans arrêt des guerres. Tu parles de ton père, je vais parler du mien. Le mien, après avoir fait avec l'armée rouge, après avoir fait partie des troupes de l'armée rouge qui ont pris Berlin en 1945, s'est rendu compte que toute sa famille avait été massacrée et s'est dit, moi je fais quoi de ma vie? Il est parti en Eretz Israël. Et en 1948, il a fait la première guerre, la guerre de l'indépendance. Et mon propre fils, lui, il était à Gaza. Et pendant 51 jours, il était dans les Goladi, dans les combattants. Je n'avais absolument aucune nouvelle de lui. Alors, si tu veux, la question que je te pose après ce long développement, tu te dis, mais il va où, Chaim? C'est... De toute façon, je vais répondre, je ne sais pas, mais vas-y. Oui. Oui, c'est qu'est-ce qui fait, alors qu'il y a eu 12 guerres, alors qu'il y a eu tout ce qui s'est passé, pourquoi, alors que c'est un pogrom, des Juifs sont assassinés dans des villes, dans des kibboutz, à la fête d'Ova. Qu'est-ce qui fait que le 8 octobre, renversement de l'image, eh bien, les Juifs deviennent les pogromistes, et pas seulement les Juifs israéliens, mais leurs complices objectifs, qui sont les Juifs du monde entier, y compris dans ce qu'on croyait être la seconde terre promise aux États-Unis. Voilà, j'ai fini. Alors, comme disait Romain Gary, assez parlé de moi, parlons plutôt de mon livre. Il y a la question que je me suis posée en faisant ça, est-ce que je vais faire un livre chronologique en nommant des chapitres avec des époques? Est-ce que je vais faire un livre topologique en expliquant de tel territoire je parle? Et je me suis dit non, je suis portraitiste. Je vais faire des portraits des individus que j'ai fait parler et je vais voir ce qu'ils me racontent. La question que tu me poses, le jeune Golani que j'ai interrogé pendant une 30aine de pages dans le livre et qui livre un témoignage bouleversant, qui questionne, qui choque parfois, enfin c'est le réel. Donc moi je ne censure pas, je note ce qu'il me raconte. Bah, lui, il ne se les pose pas ces questions. Lui, il dit, dans cette région, ça a été la guerre depuis l'Antiquité. Il dit, vous êtes formidable depuis la France à penser à un État, 2 États, 3 États. Nous, quand il y a la guerre, on fait la guerre et on espère qu'après, il y aura un répit. Donc il n'y a pas plus d'espoir que ça.
dans la bouche de beaucoup de soldats. Ça c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, quand j'ai fait Nous vivrons, j'ai parlé d'un pogrom pour le 7 octobre, et beaucoup d'historiens, à commencer par des historiens juifs, des historiens de la Shoah, me sont tombés dessus en disant « tu peux pas parler d'un pogrom c'est russe ». Alors j'entends, je connais bien l'histoire des pogroms russes, simplement il faut trouver un nom pour nommer les massacres de juifs dans le monde arabe, depuis qu'il a existé des dhimmis, avec une accélération des 10 massacres depuis depuis l'écroulement de l'Empire ottoman dans les années 1920. Il me semble qu'on peut parler de pogrom quand on parle de Constantine, quand on parle du Farhoud, quand on parle des milliers de pogroms qui ont eu lieu dans le monde arabe. Et en grand lecteur de romans policiers, dans les pires tragédies, il faut garder les yeux ouverts. Et là où le monde entier n'a pas su nommer le 7 octobre, les juifs mizraïm ou les juifs séphardim ont tout de suite vu de quoi il est question, puisque le mode opératoire, malheureusement, rappelait dans ses détails les plus abjects des choses qu'on a vues à Constantine, des choses qu'on a vues à Ksfat, des choses qu'on a vues en Irak pendant le Farhoud. J'ai pris la liberté de reproduire les pages d'Albert Londres sur le pogrom de Ksfat. J'ai repris l'article sur le pogrom de Constantine. On y retrouve, pardonnez-moi, des enfants sont dans la salle, donc je ne peux pas détailler. On y retrouve les horreurs qui sont arrivées pendant le 7 octobre et qui ne sont pas des horreurs russes, qui ne sont pas des horreurs nazies, qui sont la façon dont en Orient, on a toujours massacré les Juifs quand c'était permis. Et derrière ça, nous, là encore, on est des Juifs très ethnocentrés quand on se demande quel est le rôle, quel est le destin d'Israël au milieu de ça. La question est beaucoup plus vaste. C'est qu'après arrête avec l'échec de l'Empire ottoman. Après l'écroulement de l'Empire ottoman, s'est développé le panarabisme, que mon père adorait d'ailleurs, avec son projet de grande nation arabe. Le problème, c'est qu'aucune minorité n'y a sa place. Si j'étais pas juif, mais si j'étais kurde, je vous dirais, mais enfin, tant que les Kurdes n'auront pas un État, ils se feront exterminer. Si j'étais pas kurde, mais que j'étais yézidi, je vous dirais, mais enfin, tant qu'il n'y aura pas un foyer yézidi, comme on aurait dit lors de la déclaration Balfour, il n'y a pas moyen de survivre. La vraie, c'est là que le livre articule tout le long histoire juive et histoire de l'antisémitisme. Pourquoi on fait tout le temps la guerre à Israël ? C'est une question à poser à ceux qui lui font la guerre. Et qu'il y ait, c'est une évidence, depuis l'établissement des Juifs en Palestine, qu'il y ait des questions brûlantes, territoriales, historiques, géopolitiques, c'est une évidence. Mais si on sort de cette équation l'antisémitisme, on ne comprend plus rien. Je vais aller au-delà, parce que je ne veux pas donner le sentiment d'être quelqu'un d'univoque, ce que je ne suis pas. Comme beaucoup de gens, il me semble que le conflit qui a commencé au 7 octobre appelait de la part d'Israël la réponse la plus légitime qui soit. Quand une démocratie moderne est attaquée comme elle l'a été, répondre, c'est la moindre des choses. Un an après, y compris parmi les soldats, beaucoup d'Israéliens ne comprennent plus les objectifs de guerre, ne comprennent pas ce que certaines unités ont fait et se demandent si ce qui s'est passé... Je pense évidemment à la dévastation de Gaza, mais je pense aussi à ce qu'on a fait à nos soldats. Je pense de la même manière qu'au Vietnam, la jeunesse américaine a été salie et abîmée, on a fait à nos soldats, on a le nez dedans, on n'a pas le recul, on a fait à nos soldats quelque chose qu'on regrettera peut-être pendant longtemps. Et là où j'en veux, en France, en Europe, aux gens qui prétendent être pro-palestiniens, c'est que plutôt que de répéter génocide tous les 3 mots, vous dites génocide à un juif, il vous adressera plus jamais la parole. Parce qu'il a les mémoires d'Auschwitz. Plutôt que de faire ça, pourquoi ne pas diffuser en France les articles de la presse israélienne qui, à chaque fois qu'un crime de guerre est commis, le dénoncent le jour même. Je raconte un détail, comme dirait le défunt Le Pen, mais il résume beaucoup de choses. Cet été, toute la presse israélienne, de la droite à l'extrême gauche, s'est fait écho de crimes qui ont eu lieu dans les prisons israéliennes. En Israël, on ne parlait que de ça. C'était une honte de voir qu'on avait traité ainsi des prisonniers dans l'État d'Israël. Bon. Je pensais que les LFI, je pensais que la presse d'extrême gauche française, je penserais que les grandes voix anti-juives françaises, Dominique de Villepin en tête, allaient ne parler que de ça pendant des mois. Ils n'en ont pas dit un mot. Pourquoi ils n'en ont pas dit un mot ? Parce que peut-être que dans leur imaginaire, ils pensent qu'en Israël, c'est comme ça tout le temps.
Et moi, tout mon travail, et on voit bien que j'essaye de me nettoyer de mes émotions, mon travail, c'est d'un côté d'amener l'histoire de chacun, et de l'autre, regarder le réel. Donc j'espère que j'amène aucune réponse dans ce livre. Mais en tout cas, j'ai une certitude, et malheureusement, voir la situation des Juifs sans envisager la représentation que les autres peuples se font des Juifs, c'est se condamner à l'incompréhension. Alors, tu vois, comme les temps changent, tu as parlé de Dominique de Villepin qui a fait les beaux jours désormais de la fête de l'humanité. On se souviendra que dans une vie antérieure, bon, tu me diras, c'était au siècle dernier, il a été ministre des Affaires étrangères de Jacques Chirac, RPR, et que notamment lors d'un discours assez célèbre qu'il avait prononcé à l'hôtel de David à Jérusalem, il s'était prononcé pour mettre en place devenir la Fondation France-Israël. Mais tu as bien répondu à la question, donc je ne vais pas te relancer là-dessus. Alors moi, ce qui m'a frappé dans ce livre, c'est effectivement... Je ne t'ai pas posé une autre question, je suis gentil quand même. Oui. Mais écoute, attends, je te rappelle que nous sommes à l'Écuge, je te rappelle que nous sommes dans une salle juive et que la tradition veut que quand un juif pose une question, l'autre lui répond par une autre question. Tu te rappelles de ça, hein? C'est pour ça que je t'ai dit ça. Oui, absolument, c'est ça. Bon, quelle est votre question? J'ai oublié. Bon, alors, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le déroulé que tu as choisi. Le déroulé que tu as choisi, qui est effectivement... tu nous as pas fait... il était une fois les gentils juifs et les mauvais antisémites, mais tu as voulu, au fond, interpeller des tas de gens, faire parler des tas de gens, y compris, je dirais tout d'abord, les membres de ta famille. Moi, je me souviens... pour avoir lu bien sûr tes précédents livres, pour avoir été bouleversé par la remarquable exposition Hommage, qui était remarquable, vraiment un bijou. Je me souviens que tu es au fond l'héritier de deux cultures, bon, qui se sont retrouvées à Nice, mais bon, on n'y peut rien. Je dis ça pour les gens qui détestent les galets, parce que vous savez qu'à la plage de Nice... bon, bref. Donc, d'un père qui était impliqué, qui était avocat, qui était d'origine séfarade, d'une maman qui était d'origine ashkénaze et qui, je crois, avait même fait un disque avec Claude François, hein, c'est ça, hein, oui, c'est vrai. Comme d'habitude, hein. Bon, bref. Et donc que tu étais comme ça porteur de plusieurs cultures dès ton enfance. Et j'ai trouvé que ce qui est très émouvant, c'est que les parents, ils sont présents dans le bouquin. C'était quoi? C'était une façon de leur dire, vous savez, papa, maman, papi, mamie, je continue votre histoire, j'assume. Oui, puis... Enfin, vraiment, j'ai eu de la chance de les avoir avec leurs contradictions. Et je les connais tellement que ça fait de très bons personnages et j'arrive à les faire parler même quand ils ne sont pas là. En ce qui concerne mon grand-père maternel, qui a eu un destin singulier, c'était un juif de Pologne, enfin aujourd'hui on dirait l'Ukraine, les frontières ont bougé, qui avait fait des études pour être rabbin et pour être médecin en même temps. Et dans les années 30, son père et son rabbin l'envoient en France en disant « là-bas, il y a du boulot ». Donc il devient docteur en France pendant que sa famille reste à Bolérov, près de Lvov. Dès que la guerre commence, il entre dans la résistance, il devient un grand résistant, il sera décoré à la fin de la guerre et naturalisé français pour service rendu à la patrie. Et pendant ce temps, toute sa famille meurt en Europe de l'Est. Et il recevra juste une carte postale, la dernière de son père. Il ne sait même pas quelle année ils sont morts, ils sont rien. Et à l'époque, on ne disait pas, quand j'étais enfant, la Shoah par balle. C'est un mot qu'on n'employait pas. Mais enfin, il m'avait laissé entendre qu'ils étaient morts de cette façon. J'avais jamais réfléchi jusqu'à l'an dernier au fait qu'il n'en savait rien du tout.
Il était parti à Yad Vashem, il m'avait emmené quand j'avais 7 ans pour les retrouver, il ne les avait pas retrouvés. Moi, j'avais cherché des Haftel aux États-Unis, j'en avais trouvé un seul, c'était un personnage de Star Trek. Donc, et moi, j'avais oublié ça. Et le livre, à la fin du livre, il y a ma fille qui a 24 ans qui, en 10 minutes sur Internet, a trouvé où était la famille de mon grand-père. Ils ont fini à Sobibor. Et c'est marrant, si j'ose dire, ce grand-père qui savait tout sur tout, y compris sur l'histoire de la Shoah, et qui a jamais vraiment cherché sur sa propre... C'est un personnage parmi de nombreux. Et c'est pas seulement ça. Ce sont aussi les écrivains, les voix qui m'ont parfois sauvé la vie et parfois détruit. Sauver la vie, ce sont Joseph Kessel, Romain Gary, Arthur Koestler, Kessel et Gary qui étaient au lycée Masséna comme moi, dont l'exemple m'a toujours donné de l'énergie, toujours donné de la force. Les écrivains qui m'ont détruit, c'est par exemple Joseph Roth, dont la lucidité par rapport à la Shoah, Stefan Zweig qui en est mort, Franz Kafka qui a tout compris avant. Ce sont des écrivains qui m'ont détruit parce que après eux, on ne peut pas faire semblant d'être surpris. Et j'ai essayé de les reprendre dans le texte et de raconter les choses qu'ils racontent. Quand Joseph Roth raconte, c'est de loin pas la pire chose qu'ont fait les nazis, mais quand il raconte cette scène où des nazis sont réunis autour d'un vieillard, il monte la grande échelle des pompiers et il force ce vieillard à monter tout en haut. Et quelques pages plus loin dans le livre, Joseph Kessel, j'adore lire, donc j'inflige ça à mes lecteurs, Joseph Kessel va en Israël. Joseph Kessel, c'est un enthousiaste d'Israël. Je crois qu'il a le premier visa ou le premier passeport, ou un des premiers. Oui, bon. Il adore tout ce qu'il voit, mais tout de même, les religieux le laissent perplexe. Il se retrouve à Bnei Brak, qui est en train d'être construit. Il remarque que les Haredim ne sont pas les meilleurs architectes, parce qu'il dit c'est tout de même construit tordu, ça ne tient pas. Mais il y en a un qui a fait un truc pas possible. Au-dessus de sa maison, il a fait un escalier qui mène nulle part. Bon, c'est des petites choses, mais j'ai essayé pendant tout le livre, et j'espère qu'on le voit, de même, j'ai dit la cérémonie de Tachlir au début, et après elle est chez Albert Londres, j'ai essayé pendant tout le livre de mettre des correspondances. Et ensuite, je vais à Tel Aviv, comme maintenant c'est une tradition, la dernière, mes livres se terminent tous à Tel Aviv, ou en tout cas en Israël, et je suis écrasé de témoignages, en particulier une copine journaliste qui me dit plein de choses sur Israël que je n'ai absolument pas envie d'entendre. Et toutes les 2 phrases, elle me dit « Ah, t'aimes pas ce que je suis en train de te dire, hein, t'aimes pas ». Par exemple, elle veut absolument m'expliquer que les Juifs sont bêtes. Ça fait jamais plaisir d'entendre ça. Elle me dit « Tu sais, le pays d'Israël dont on a parlé, où tout le monde parle 10 langues, c'est fini ». C'est fini. Demande à un Japonais quel est le niveau scolaire des petits Japonais. Il te répondra humblement bon, je sais pas, on doit être dans la moyenne. Les Japonais sont premiers au classement de l'OCDE. Demande à un Israélien, il te dira toujours qu'Israël est premier. On est derrière le Mexique. C'est pas vrai, on est devant le Mexique. Mais enfin, on n'est pas très très haut non plus. Et la France est très loin devant, donc content d'être français. Et elle passe tout le truc. Mais derrière ça, de manière un peu plus grave, elle me dit attention, il y a ta famille qui est en Israël, tu as le lien culturel, religieux, ce que tu veux, mais il y a aussi en Israël des gens qui utilisent l'attachement qu'ont les Juifs du monde entier pour Israël pour nous faire les ambassadeurs de choses dont beaucoup d'Israéliens ne veulent pas. Et elle me dit, fais toujours bien la différence à raconter ce que tu vois, à dire ce que tu entends, mais tu n'es pas là pour être l'ambassadeur d'un politique ou d'un gouvernement que beaucoup d'Israéliens réprouvent. Il suffit que je dise ça pour que plein de Juifs m'écrivent. Mais de quel droit vous dites ça ? Il y a plein de gens qui ne pensent pas comme vous. Mais heureusement. Il y a une jeune fille qui est venue me voir récemment. Elle dit, vous êtes tout de même pénible à répéter partout que vous êtes de gauche. Après, on se fait engueuler quand on est un juif de droite. Mais moi, je n'ai jamais interdit aux juifs de droite d'être de droite. C'est juste que, de la même manière que quand Jean-Marie Le Pen a voulu s'approprier le drapeau français, on était beaucoup à dire, ça ne lui appartient pas. Quand je vois arriver Jean-Luc Mélenchon, qui prétend maintenant que la gauche, c'est lui, j'ai envie de lui dire qu'il y a beaucoup de juifs qui étaient là avant lui. Et j'espère qu'on sera là après. Alors, moi, ce qui m'a étonné, c'est aussi le choix de tes personnages. Parce que, que tu parles de Kessel et de Gary, je m'y attendais. On n'allait pas rater les anciens du lycée Masséna. Mais il y a aussi, si tu veux, quelque chose que je me pose ou que je te pose. Alors, bien sûr, Kessel, pour nous, c'est bien sûr cet homme qui, 3 jours après
la déclaration de l'indépendance, le 17, arrive dans un petit avion, dans un champ, et on lui explique que ce champ, c'est un aéroport qui n'existe pas, qui est celui de Haïfa. Il est abordé par 3 types qui ressemblent à ce qu'on appelle des Chevre Kibbutz, qui sont en short, et il y a un type qui lui dit donnez-moi vos papiers, et Kessel lui dit mais vous êtes qui vous? Il dit ben moi je suis le douanier, et il a le visa numéro 1 effectivement de l'État d'Israël. Mais tu vois, il y a ton précédent livre, c'était Nous vivrons. Nous vivrons. Et moi je m'interroge sur des gens dont tu parles dans ton livre et qui à un moment décident de dire ben non, on ne vivra plus. Et je pense notamment à Stéphane Zweig et à Romain Gary. Comment tu expliques le fait qu'à un moment on dit ben je m'arrête? Dans le cas de Gary, je crois que ça peut avoir avec l'identité juive, ou enfin, j'ai dit ça un peu vite, mais Zweig, c'est différent. Zweig, c'est le constat que c'est foutu. Et je l'évoque dans le livre pour montrer à quel point, aussi bien les juifs les plus occidentalisés comme Zweig, que ceux qui relevaient encore du ghetto ont été victimes. Bon. Je fais aussi parler beaucoup d'anti-juifs dans ce livre. Et je raconte énormément d'histoires anti-juives parce qu'elles m'intéressent, parce que c'est une maladie que j'ai besoin de comprendre. Et il y en a quelques-uns qui m'ont vraiment donné des leçons. Il y en a un, par exemple, qui refusait absolument que je le traite d'anti-juif. C'était Jacques Vergès. Quand j'étais à Charlie Hebdo, Charlie m'envoie interroger Jacques Vergès en pensant que ce sera très tendu, très conflictuel, etc. Il ne mesurait pas à quel point j'aimais les avocats et à quel point la rencontre s'est bien passée. C'est-à-dire qu'on s'est adoré dès le début. Dès que je l'ai vu pour tendre, je lui ai dit « Vous savez que je suis très proche de Maître Kiechman ». Réponse de Vergès, il m'a dit c'était un tout petit garde des Sceaux. J'ai dit oui, mais c'est un grand avocat. Donc là, et après, on a commencé à parler pendant 4 heures, pendant 5 heures. Il était séduisant comme peut être Vergès, il était passionnant. Puis au bout d'un moment, je me permets de lui dire, je dis mais maître, tout de même, maintenant qu'on se connaît, vous pouvez m'expliquer votre problème avec les Juifs? Comment donc? Maître, vous êtes tout de même antisémite. Ah, pas du tout, je vous permets pas. Enfin, maître, vos clients sont ou des nazis, ou des tueurs de Juifs, ou des terroristes. Ah, Johan, vous n'avez rien compris. Plus personne ne vous extermine depuis longtemps, vous pullulez. J'ai dit, maître, on est au Festival de Cannes, c'est un microclimat. Et il me dit, l'antisémitisme est une énergie inépuisable dans laquelle on va chercher quand on veut soulever les foules. Et il dit, je n'ai rien contre les Juifs, je suis là pour foutre le bordel. Et Vergès m'a donné la clé d'une évidence depuis, c'est que l'antisémitisme est consensuel. Et il y a des populations qui sont très conscientes de l'antisémitisme et qui soit n'y vont plus, soit quand elles y vont très consciemment. Par exemple, le monde chrétien d'après Vatican II s'est éduqué sur l'antisémitisme. Donc aujourd'hui, un catholique pratiquant, me semble-t-il, est protégé contre l'antisémitisme puisque toute la liturgie vaticane a éduqué à ce sujet, ou en tout cas, quand aujourd'hui un catholique pratiquant veut être antisémite, il sait ce qu'il fait. Kiechman, pour rire, disait « L'antisémitisme consiste à détester les juifs exagérément ». Ce qui est beaucoup plus inquiétant, et je crois que c'est Sibony qui écrivait là-dessus, ce qui est beaucoup plus inquiétant, ce sont les populations qui sont profondément anti-juives, mais qui l'ignorent, parce qu'elles y vont comme des zombies, avec des clichés qui datent d'il y a 2, d'il y a 3, d'il y a 10 générations, et qui n'ont pas conscience d'utiliser des choses vieilles comme le monde. Pourquoi Anne Sinclair a donné une interview qui était intéressante? Elle a dit, il y a 20 ans, il y a 30 ans, combattre l'antisémitisme face à Le Pen, c'était facile. On était face à une extrême droite, on était face à des personnes mûres, voire âgées. Aujourd'hui, on a une jeunesse qui, à mes yeux, de manière légitime, est révoltée par la destruction de Gaza. Je le comprends, je partage leur point de vue, mais pour dire leur révolte, au bout de 2 phrases, ils emploient des mots, ils emploient des symboles qui relèvent du vocabulaire anti-juif le plus éclatant, et ils n'en ont pas conscience. Ils n'en ont pas conscience parce qu'ils n'ont pas cette éducation. Et je fais partie des gens qui pensent que tous les clichés anti-juifs inventés par le monde chrétien se sont réfugiés
dans de nouvelles formes de militantisme. Et le pire, ce qui est le plus douloureux, c'est que quand vous avez face à vous des jeunes gens comme ça, ils sont profondément sincères. Ils croient ce qu'ils disent. Et moi, il me semble que le vocabulaire humain est assez riche pour employer les mots justes sur une guerre dégueulasse, sur une guerre qui a décidé que le ratio de civils à abattre devenait... quand on dit génocide, ça veut dire quelque chose de très particulier. Et à mon sens, employer le mot génocide, c'est le meilleur moyen de ne pas aider la Palestine, de ne pas définir les crimes de guerre qui ont lieu là-bas et de ne pas parler du réel. Qu'est-ce qui se passe en France ? Parce que le vrai sujet, je reviens beaucoup là-dessus, j'ai grandi, et vous aussi, dans une France où la voix française, qu'elle soit politique ou qu'elle soit artistique, était entendue au Proche-Orient. On avait le génie en France d'avoir des rapports formidables avec les chancelleries arabes et d'être également entendu en Israël. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Quelle que soit votre envie militante, qu'elle soit pour la Palestine ou pour Israël, vous pouvez vous dire que personne ne vous entend, ni en Palestine, ni en Israël, ni dans le monde arabe. Ça, je voudrais l'interroger. La raison pour laquelle notre jeunesse, quand elle veut militer pour la Palestine, ne connaît pas la Palestine, ne connaît pas Israël, ne fait rien d'utile puisqu'on ne les entend pas, et fait ce qu'un jeune appellerait aujourd'hui de l'appropriation culturelle. C'est-à-dire qu'on on utilise les tragédies du Proche-Orient pour dire un mal-être qui me semble très européen, qui me semble dire de la difficulté qu'a eu l'Europe à intégrer des populations qui sont arrivées souvent en même temps que les Juifs du Maghreb. Et on ne mesure pas à quel point une conversation apaisée peut dénouer ces a priori. Je cite, et beaucoup me l'ont déjà reproché, parce que moi je pense que c'est un type formidable, même s'il peut dire des conneries, je cite longuement Arieh Halimi dans ce livre. Arieh Halimi, parce que j'ai essayé de mettre en scène des juifs qui sont déchirés entre leurs différentes appartenances et dont la vie est devenue bouleversée par leur identité juive. Il y en a une, par exemple, il y a la politicienne Shannon Seban, qui est une personne formidable, qui du jour au lendemain a subi des attaques anti-juives venant de l'extrême droite sur Twitter. Ils l'ont insultée sur son physique, il y avait des critiques terribles. Elle s'est très bien défendue, et elle s'est tellement bien défendue que son parti l'a mise à la défense de l'antisémitisme et du racisme. Elle le fait très bien. Mais elle m'a dit, si j'avais pas subi d'attaque antisémite, je serais jamais devenue la Madame Antisémitisme, Madame Racisme de mon parti. Bon, Arieh Halimi, il lui est arrivé quelque chose de différent. C'était un avocat juif, ancien leader de l'UEJF, qui était dans l'immobilier. Et en 2014, on lui amène 2 jeunes clients qui sont des gamins qui ont braillé des insultes anti-juives lors d'une manifestation. Il décide de les défendre. Pourquoi pas, il est avocat. Mon père a défendu des gens bien pires que ça. Et du jour où il fait ça, toute la communauté juive, y compris des intimes, lui tombe dessus. Et là, il est devenu marxiste, il est devenu d'extrême gauche, et il est devenu le gars qu'il est aujourd'hui, qui fait ce livre où il dit à quel point il est déchiré. Arieh m'a dit un truc très juste. Il m'a dit, au lendemain du 7 octobre, en sachant qu'à l'extrême gauche, il y a beaucoup de gens de culture musulmane, mais également beaucoup de gens de culture juive, en tout cas il y en avait, on aurait mis dans une pièce, représentants ou pas, des gens qui s'estimaient représentatifs de ces 2 communautés, et on aurait trouvé des éléments de langage communs pour dire une envie de paix, une envie de fraternité, une envie de soutenir toutes les initiatives de paix. On aurait trouvé des mots. Et on serait parvenu peut-être à être entendu au Proche-Orient, puisque en Israël, il y a des mouvements qui rassemblent des Juifs et des Arabes pour appeler à la paix. Il dit, le choix qui a été fait a été un choix brutal, cynique et électoraliste. Ça a été le choix d'employer les mots les plus blessants possibles, pas pour Benjamin Netanyahou, qui ne les entendra jamais, mais pour les Français juifs, pour les Français d'ici. Et on a choisi de jeter les unes contre les autres 2 communautés, la communauté juive qui est bien peu nombreuse et bien fragile, et on vit depuis 1 an et demi dans ce champ de ruines sémantique qu'ont créé sciemment les leaders LFI. Qui est de l'antisémitisme là-dedans, c'est une évidence. Moi, j'y vois aussi du racisme anti-arabe. C'est une manière de dire qu'on va s'agréger le public populaire en appelant à la haine des Juifs. C'est faux. C'est faux. Moi, je n'ai pas perdu un seul ami arabe après le 7 octobre. Je le redis, après le 7 octobre, les gens qui m'ont appelé, les premiers qui m'ont appelé, sont des Arabes et sont des Iraniens pour une raison très simple. Ils ne m'ont pas parlé de politique, ils m'ont demandé comment tu vas, et souvent, mes amis, j'allais dire moins orientaux, par pudeur, ne l'ont pas fait tout de suite.
Donc, il y a une réalité. Je veux parler de la réalité française encore un peu parce que ça me paraît très important. On a raison, et les nouveaux chiffres du SPCJ et du ministère de l'Intérieur viennent de sortir aujourd'hui. On a raison de dénoncer les violences et les agressions anti-juives qui gangrènent la société française, qui explosent depuis le 7 octobre. Mais le faire, c'est aussi dans le même mouvement dire au quotidien les choses qui fonctionnent. Je ne peux pas ne pas voir que lors des interventions en librairie et dans toutes sortes de trucs que j'ai eus depuis 1 an et demi, je n'ai eu que des rencontres extraordinaires avec des gens qui sont meurtris de cette histoire, quelle que soit leur origine. Et je veux croire que malgré l'explosion de violence, il y a en France une majorité de gens qui ont envie que ça se passe bien. Vous en êtes tous conscients, mais je le rappelle, le piège dans lequel se trouvent les Juifs en France en ce moment, c'est que l'extrême gauche est devenue ouvertement anti-juive, c'est-à-dire qu'ils ont rendu l'antisémitisme cool. La gauche républicaine a décidé que ce n'était pas un point de rupture. Lors des dernières élections, qu'il s'agisse du PS, qu'il s'agisse des Verts, qu'il s'agisse même du Parti communiste, ils étaient tout à fait conscients de ce que faisait LFI, ils ne partageaient pas ses opinions, mais ils ont décidé qu'il n'y aurait pas rupture à cause de ça. Et dans le même mouvement, on a une extrême droite, sur laquelle moi je ne me fais aucune illusion, qui a décidé que les Français de culture ou de religion juive seraient une prise de guerre, et qui se met à leur tourner autour. Résultat, c'est quoi ? Il y a plein de gens qui disent « Ah oui, si Le Pen est élu, ce sera la faute des Juifs. » Je ne crois pas qu'il y ait de chiffres, mais il me semble que proportionnellement, il n'y a pas plus de Juifs que de non-Juifs qui votent pour Le Pen. Simplement, il y en a. Ça veut dire qu'ils ont réussi leur intégration. Mais on se trouve, une fois encore, dans une espèce de piège, et je veux le réactualiser. Je crois que c'est la journaliste Noémie Ailloua qui en a parlé ce matin. Je veux bien croire que Elon Musk ait toutes sortes de maladies nerveuses, mais la maladie nerveuse qui amène à faire un salut hitlérien sans le faire exprès, je ne la connais pas. Et Noémie a expliqué très très bien ce qu'il venait de faire. Elle dit la question à se poser, c'est pas de savoir s'il est nazi ou s'il n'est pas nazi, de même que ça m'intéresse pas de savoir si Jean-Luc Mélenchon est antisémite ou s'il ne l'est pas. Le point commun entre Elon Musk et Jean-Luc Mélenchon, ils ont tout à fait compris que quand on agite la clochette juive, ça marche. Et Elon Musk, en faisant ce salut hitlérien, il a réussi à voler la vedette lors de l'investiture de Donald Trump. À mon avis, Trump ne lui pardonnera jamais. Et surtout, il a réussi à exciter quelque chose. Donc voilà, notre petit malheur, c'est qu'on est au milieu des représentations symboliques d'une grande partie des habitants de cette planète. Et c'est un peu le sujet que j'ai essayé de traiter. Alors... Après cette explication, j'ai envie de revenir et de déformer le titre de ton roman biographique en images. Il s'appelle « Que faire des Juifs ?» Bon, moi, si je le transformais un tout petit peu, j'aurais dit, après t'avoir écouté, que vont faire les Juifs ou que doivent faire les Juifs ? Parce que tu fais un travail absolument remarquable qu'on salue tous, puisque on te lit, on t'écoute, tu n'as pas comme certains la langue de bois, où tu n'es pas muet, comme certains on s'étonne du silence. Et puis on est très heureux de savoir que nous vivrons a été un fabuleux succès puisque tu as vendu plus de 50 000 exemplaires. Et je crois qu'on peut applaudir Johan. Si ça continue, on va te faire une standing ovation. Hein. C'est trop fort. Hein. Alors, la question que je nous pose, c'est toi. Tu tournes un peu partout. On disait tout à l'heure à quel point tu étais heureux d'être dans des salons du livre. On parlera peut-être de tes rencontres avec des étudiants en sciences politiques, par exemple, pour savoir si c'est le même type d'ambiance fraternelle. Mais la question qu'on se pose, c'est, allez, on va se faire la liste des copains. On a, par exemple, parmi les gens qu'on aime bien et qui disent des choses, et je sais ce que tu vas me répondre parce que je t'avais posé la question il y a quelques mois, et donc je diffère ma réponse. On a des gens qu'on aime bien,
comme par exemple, je vais en oublier, Yvan Attal, comme Arthur, comme Sophia Aram, comme, bon, vous allez me dire maintenant il a autre chose à faire, il s'occupe de l'outre-mer, comme Manuel Valls, comme etc., etc., etc. Et justement, dans etc., 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 j'en ai pas 3 tonnes. Et donc, la question donc, que je te pose, c'est, alors on fait quoi ? On va passer notre temps à prier pour le salut des Juifs, espérer que les otages vont revenir sains et saufs, que la guerre va se terminer après 15 mois. Ceux qui le peuvent vont continuer à donner de l'argent pour Israël. Certains veulent les faire du volontariat. Mais une fois que tu as fait ton tour, où tu sembles nous dire que les seuls qui font semblant de nous aimer, c'est l'extrême droite, dans la perspective d'élections plus ou moins proches, c'est nous les Juifs qui représentons moins de 1% de la population française. C'est pas terrible, hein ? C'est pas terrible. Et le chiffre publié du SPCJ est aujourd'hui de 1560 actes antisémites. La bonne nouvelle, c'est que l'année dernière, il y en avait 1610, donc on est drôlement content. Hein, c'est un grand succès populaire. Est-ce que tu vois aujourd'hui, dans les contacts que tu as, dans les rencontres, des gens de toutes les religions, et tu parlais de tes amis musulmans, de tes amis arabes, qui seraient capables de créer une version 2025 d'un sentiment de mobilisation, de solidarité, qui ne serait pas seulement, comme a pu le faire il y a quelque temps un romancier dont j'ai parlé tout à l'heure, qui avait pensé qu'en réunissant des centaines de people dans un théâtre sur le thème l'Europe contre les Juifs, on allait d'un seul coup effacer l'antisémitisme. Alors concrètement, on fait quoi ? Moi, merci beaucoup. Je vais faire parler je vais évoquer 3 choses que je trouve très positives. Il y a un grand moment de joie dans le livre. C'est le moment où j'en peux plus de faire des trucs juifs et des rencontres et des machins et de parler de ça. Je voudrais parler d'autre chose, je voudrais faire autre chose. Et on m'appelle et on me dit, il y a un autre truc. Il y a la Gay Pride demain et les chars juifs n'ont pas eu le droit de défiler à Rome et à Londres. On leur a interdit, soi-disant pour leur propre sécurité. Et ils veulent aussi interdire que les juifs aillent marcher pour la Gay Pride de Paris. J'ai dit, bon, alors je viens. Et il y a eu un moment miraculeux pendant cette Gay Pride, c'est qu'on était sur des chars avec des étoiles de David multicolores, en écoutant de la pop israélienne, avec face à nous des jeunes gens qui avaient des drapeaux palestiniens, qui sont venus nous saluer, qui sont venus nous embrasser, qui ont été adorables. On n'a jamais vu autant de juifs, de noirs et d'arabes qui s'entendaient bien dans les rues de Paris. Il y avait juste, effectivement, un petit stand de syndicalistes ni noirs, ni arabes, ni juifs qui nous faisaient la gueule, mais enfin, ils étaient très seuls. Le reste, on a fait du bruit de manière très joyeuse. C'était avenue des Flandres, donc tous les Lubavitch de Paris étaient à leurs fenêtres en me disant... Ils m'écrivaient, parce qu'ils me reconnaissent, ils m'écrivent « Pourquoi tu fais ça un Shabbat ? Tu crois qu'on choisit la date de la Gay Pride ?» Mais c'était depuis le 7 octobre le seul moment où j'ai été juif publiquement, de manière joyeuse, où on s'est pris dans les bras, où on s'est... Ça ne veut pas dire que ça va bien autour. Et je vais faire chanter ça avec une citation en même temps du rabbi Nachman de Braslav, de Jean-Paul II et de Christian Estrosi. J'ai été invité par la ville de Nice. Christian Estrosi a fait... c'est pas parce qu'il est niçois, mais il a fait des choses remarquables depuis le 7 octobre. C'est le seul qui a mis les visages des otages officiellement sur les placards de la ville de Nice. Je rappelle que beaucoup d'entre eux étaient français et sont français. C'est le seul qui a fait un monument en hommage du 7 octobre pour les 1 an de ce pogrom. Et il m'a invité pour l'avant-première de ce livre. Il a dit une phrase géniale. Il a dit, mais Jean-Paul II, Rabbi Nachman, quand des juifs viennent me voir en me disant
j'ai peur de l'antisémitisme, et ben je leur dis, n'ayez pas peur. C'est super ce qu'il dit, parce que j'ai vu les chiffres du SPCJ. Les agressions anti-juives, ce sont ou des insultes, ou des coups, ou des graffitis. Bon, on peut vous insulter, on peut vous taper dessus, on peut même vous tuer, mais on ne peut pas vous obliger à avoir peur. Et une chose positive dans le livre, tout de même, c'est mon camarade Jonathan Ayoun. J'ai beaucoup utilisé, j'ai beaucoup cité dans le livre les 4 heures de reportage qu'il a fait avec toute son équipe, pardon j'oublie du monde, sur l'histoire de l'antisémitisme. Ce sont 4 heures admirables. Les prenez pas si vous êtes un peu déprimé parce qu'on se jette dans une poubelle à la fin, mais ce sont 4 heures absolument admirables sur l'histoire de l'antisémitisme. C'est sur Arte, c'est en DVD, il faut absolument le voir. C'est rare que je dise, mais ça il faut absolument. Donc je m'attendais à rencontrer Jonathan Ayoun, le mec le plus déprimé de la planète. Je lui dis, bon, maintenant on fait quoi? On se jette dans une poubelle, on va dans la Seine, dans le canal. Ah, il dit non, moi je vais bien. Je lui dis, mais Jonathan, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, bah rien. Il va toujours y avoir Israël en guerre comme depuis toujours, et il va toujours y avoir 400 000 juifs en France. Tu crois qu'ils vont tous partir? Je dis, je sais pas. Tu crois qu'on va tous les tuer? Je dis, non, je crois pas. Bon, on va continuer à vivre comme avant. Et cette idée joyeuse et déprimante que répétait mon grand-père, qu'il y a de la permanence dans tout ça, c'est-à-dire que à chaque génération, on le dit assez pour Pessard, à chaque génération, un nouvel ennemi se dressera pour essayer de nous faire disparaître, avec un nouveau vocabulaire, pour nous faire honte. Ce proverbe yiddish qui dit « Quand on traite le juif de voleur, on sait qu'il n'a rien fait. C'est pour le plaisir de le voir vider ses poches. » Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez dans cette salle et sous la main un peuple qui a survécu depuis l'âge du bronze. Il y en a peu. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que oui, ils vont nous tuer, oui, ils vont nous faire mal, peur ou pas, c'est notre choix, mais on sera encore là, la génération d'après. Donc ils ne réussiront pas à nous faire disparaître. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Alors, avant de donner la parole au public, à quelle heure est ton train pour Nice? Oui, moi, si un jour je fais mon alias, c'est pour Nice. Ça veut dire une chose très clairement. Vous avez compris, hein? Bon, oui, juste une info que je voulais vérifier avec toi. Est-il vrai que tu as acquis les droits et que tu cherches à adapter Au bout de la nuit de Céline? Absolument. Alors, absolument, ça fait plus de 10 ans que je suis dessus. J'ai découvert Le Voyage au bout de la nuit quand j'avais 15 ou 16 ans. Je ne savais pas du tout qui était Louis-Ferdinand Céline. Louis-Ferdinand Céline qui n'était pas juste un anti-juif, qui était le plus nazi des nazis. Bon. Il se trouve que, découvrant ce roman à l'âge de 15-16 ans, je le trouve extraordinaire. Pour le dire brièvement, c'est l'histoire d'un type qui est totalement lucide sur ce que le XXe siècle nous apporte, en matière de guerre, en matière d'industrialisation, en matière de déni de la valeur humaine. Simplement, les conclusions qu'il en tire, c'est de cesser d'avoir la moindre empathie pour l'espèce. Le roman se termine, on s'en souvient, une jeune fille se vide de son sang dans la rue d'en face, il est médecin, il traverse même pas la route pour aller la sauver. Donc d'une certaine façon, Louis-Ferdinand Céline, avec son écriture époustouflante, nous annonçait des décennies avant ce qu'il allait faire. Il a ensuite mis les choses en pratique et il a écrit ces pamphlets anti-juifs qui ont eu un immense succès dans les années 30, qui se sont vendus à près de 100 000 exemplaires, et qui se sont revendus tout autant pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi je veux adapter ce livre? Parce que tout d'abord, il me semble qu'il parle du siècle, il me semble qu'il parle du réel, et enfin, de la même manière que quand des gens se sont attaqués à Hergé pour son antisémitisme, c'est un petit peu trop facile de prendre un écrivain comme bouc émissaire d'un antisémitisme qui touche tout le monde. Et en faisant ce film, je souhaite tendre à mon pays, parce que je suis français jusqu'à l'os, je souhaite tendre à mon pays un miroir déplaisant, dont j'espère qu'il fera usage. Merci. Écoute... Mais je travaille pas dans la haine. Je travaille pas dans la haine. Louis-Ferdinand Céline est un écrivain que j'admire, est un écrivain dont je reconnais les erreurs et la folie et les errements et les écrits même parfois criminels. Je me rappelle d'un des moments où je me suis le plus ridiculisé quand j'étais étudiant en philo. J'ai eu les professeurs les plus extraordinaires qu'on puisse imaginer, puisque les grandes stars de la philo française prenaient Nice 5 ans avant la retraite. J'ai eu Clément Rosset, j'ai eu Jean-François Mattei, j'ai eu André Flécheux, et parmi eux, François Charles, qui était un immense musicologue et spécialiste de Heidegger. Il n'y avait pas encore les cahiers noirs, mais enfin, on savait déjà très très bien qu'Heidegger était un salopard à l'époque.
Et je viens le voir à la fin d'un cours et je dis, Monsieur Charles, je suis embêté parce que des écrivains écrivent des conneries, on a l'habitude, mais qu'un philosophe se trompe à ce point, c'est tout de même rare. Et il me regarde et il me dit, mais ce soir, vous vous foutez de ma gueule? Je dis, bah non, quand même, un philosophe, il est censé avoir raison. Et il me dit, vous l'avez lu, La République de Platon? C'est-à-dire tous les pires dictatures qu'on puisse imaginer viennent du plus grand texte de philosophie politique, La République de Platon. Donc, une fois qu'on a accepté qu'un écrivain ou un philosophe n'est pas là pour avoir raison, mais qu'il est là malgré lui pour nous informer sur l'espèce, alors Louis-Ferdinand Céline, c'est tout à fait ma cam. Alors, merci beaucoup, Johan. J'ai envie de dire que comme d'habitude, tu nous as illuminés comme les bougies de Hanouka. Je vous remercie infiniment. C'est un plaisir de venir à l'Écluge à chaque fois. Un plaisir. Et je suis désolé auprès des enfants parce que parfois je dis des choses beaucoup plus rigolotes. Vous avez dû beaucoup vous embêter. Je suis désolé. Oui, non, mais ça, c'est pour le prochain bouquin. Alors, je vais proposer à Léa de venir recueillir vos questions. Alors, vous pouvez tout d'abord applaudir Léa, parce que Léa, c'est elle qui m'accompagne pour organiser BD à l'Écluge. Et d'ailleurs, je vous donne le prochain rendez-vous, ce sera le 12 février, puisque nous recevons le 13 février, nous recevrons un jeune scénariste avec un dessinateur qui vient de publier un livre qui s'appelle La Reine de Saba, et ce jeune scénariste s'appelle Marek Alter. Alors, on a une question. Voilà, alors Léa, et comme l'aurait dit Jean-François Strouf, vous vous rappelez la règle, pas de discours, des questions. D'accord. Bonsoir d'abord, merci Bonsoir. pour tout ce que vous avez dit. Je voudrais juste rectifier quelque chose à propos d'Aria Halimi. Aria Halimi, c'est quelqu'un qui a défendu une personne qui n'est peut-être pas dans l'attaque directe, mais qui a participé aux émeutes qu'il y a eu à Sarcelles en juillet 2014. C'est des émeutiers qui voulaient aller brûler la synagogue. Alors, on ne va pas refaire le débat sur les avocats. Est-ce qu'ils doivent adhérer aux idées de leurs clients, des clients qui défendent? Mais pour moi, ça me perturbe beaucoup. Vous avez l'air de le connaître. Quelqu'un qui défend des gens qui ont participé à l'attaque de la synagogue où lui-même priait. Qu'est-ce que ça vous fait par rapport à l'identité juive? C'est la synagogue où lui priait, ses grands-parents. C'est quelqu'un de la famille éloignée, et même dans sa famille, ils ont du mal à comprendre ses positions. Chère madame, rassurez-moi, c'est le seul avocat de la famille ou il y en a d'autres? De ma famille? Oui. Oui, il y en a d'autres, mais c'est le seul qui m'interpelle par rapport au combat qu'il a. Parce que vous parlez à un fils d'avocat qui a exercé pendant 40 ans à Nice. Si je vous faisais la liste des droits communs que mon père non seulement a défendu, mais en plus a fait acquitter, vous ne me parleriez plus. Je suis le fils d'un monsieur qui a passé 40 ans à défendre des assassins. Vous savez quelle était la première affaire de mon père? 5 types avaient assassiné un chauffeur de taxi à Nice de manière dégueulasse pour lui prendre une somme misérable. Ils l'avaient assassiné de la façon la plus cruelle possible. Ils ont tous eu perpétuité, sauf celui que défendait mon père qui est sorti le lendemain. Parce que mon père était un excellent avocat. Mon père disait que s'il y avait que des gens bien, il n'aurait plus de travail. Moi, je ne peux pas parler d'Arié à sa place. Je peux vous dire que si j'étais avocat, et si j'avais sous la main un jeune garçon qui a tenté d'attaquer une synagogue et qui a proféré des insultes anti-juives, je le défendrais avec joie. Parce que la première chose que je ferais, c'est d'essayer... Mon père, il disait toujours la même chose. Il disait toujours la même chose. Il disait, t'essaies de comprendre. Et tu lui demandes de te raconter. Et puisque rien de ce qui est humain ne nous est étranger, il n'est pas possible que tu ne parviennes pas à comprendre. Et il disait, en plus, si tu es complètement idiot, tu n'arriveras pas à faire comprendre à l'auditoire. Mais n'allez pas chercher Aria Halimi. Je viens de vous dire que j'ai adoré Jacques Vergès, avec qui j'ai passé 5 heures. Et Jacques Vergès a fait des choses beaucoup plus dégueulasses. Jacques Vergès, pendant enfin, je ne sais même pas pourquoi je parle des deux dans la même phrase, c'est obscène. Mais de la même manière que... Je vous en raconte une autre. Parce qu'il ne faut pas s'en prendre qu'aux avocats, il faut aussi parler des dentistes.
J'ai été au SPCJ pendant 7 ans à Nice, ce qui veut dire, par politesse je dis qu'on faisait du gardiennage, mais enfin parfois il y avait des choses violentes, ce qui veut dire que beaucoup de gens, beaucoup d'élus d'extrême droite dans le sud de la France aujourd'hui sont d'anciens skinheads. Vous leur enlevez la chemise, il y a encore les croix gammées, et à l'époque on les a connus de près et ils aimaient pas trop s'approcher de nous. Il y a un dentiste juif de Nice, que je nommerai pas mais que j'aime beaucoup, qui reçoit un de ces anciens néo-nazis avec qui on se bagarrait quand on était ado. C'est un ancien du SPCJ comme moi. Et il voit arriver ce type, et puis sous la chemise, on les voit encore, les croix gammées. Et le gars commence à lui dire, mais vous savez, je vais employer un autre nom, Monsieur Cohen, mais c'est pas Monsieur Cohen. Il dit, mais vous savez, Monsieur Cohen, on n'a rien contre les juifs, nous, ça va des trucs comme ça. Bon, en tant que dentiste, vous acceptez de le soigner ou pas? Bon, en tant qu'avocat, vous le défendez ou pas? Moi, le métier d'un avocat, c'est de défendre. Enfin, moi, quand vous me demandez pourquoi un avocat accepte de défendre telle personne, ça ne m'interroge pas sur l'avocat, ça m'interroge sur la façon dont on parle de notre... Allez, oubliez la France. Dans le Talmud, vous n'avez pas droit de condamner s'il n'y a pas eu un défenseur. Donc, la question, c'est, est-ce que vous acceptez que cet accusé entre dans le système judiciaire? S'il entre dans le système judiciaire, il y aura un juge, il y aura un greffier, il y aura un avocat, il y aura un témoignage. Et ça, c'est l'agora qui apaise dans notre société. Pourquoi on emmène au tribunal un jeune qui a cassé... Je me rappelle très bien de cet événement, c'était 2014, il y a eu cette manifestation au cri de mort aux Juifs qui s'est terminée en cassant la porte d'une synagogue. Le moment le plus grave de la journée, c'était Jean-Luc Mélenchon qui a dit « j'ai rien entendu ». En disant « j'ai rien entendu », Jean-Luc Mélenchon sort cet événement de notre agora. En criminalisant le geste et en l'emmenant au tribunal, on fait exister cette insulte anti-juive, on fait exister cet événement et on essaye de comprendre. Maintenant, si on décide de jamais essayer de comprendre rien, il y en aura plus. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il faut aider ça à fonctionner. Et le système judiciaire, c'est un système collectif. Alors, bien évidemment, moi, ça me fait penser immédiatement à... J'ai jamais dit qu'il faut casser les portes de synagogue et dire mort aux Juifs. Alors, il n'y a pas eu que ça ce jour-là. Tout a brûlé. Et si je me souviens bien, le documentaire sur l'antisémitisme de Jonathan finit par ce qui s'est passé à l'épicerie cachère qui a brûlé, qui n'a jamais rouvert à Sarcelles. Et merci pour votre réponse, mais moi, ce qui m'interpelle, c'est comment est-ce qu'on peut être juif, se revendiquer allant à la synagogue, dans cette synagogue, et prendre la défense de gens qui voulaient sa destruction. C'est pas prendre la défense, c'est accepter que cette affaire soit traitée par le système judiciaire. Regardez, j'ai travaillé longtemps à Charlie Hebdo. Toutes les victimes de Charlie Hebdo étaient des amis proches et des ennemis depuis 30 ans. Je ne connais pas une seule personne qui regrette qu'il y ait eu un procès des massacres de Charlie Hebdo. De même, on ne regrette pas qu'il y ait un procès de l'hypercachère. Donc quand il y a un procès, il faut des avocats. Maintenant, si vous êtes en train de me dire que l'avocat ne doit pas être juif, là, je vous attaque pour antisémitisme. Maintenant, si vous êtes en train de me dire aussi que quand quelqu'un a commis un acte anti-juif, il va tout de suite chercher un avocat juif, de la même manière, quand quelqu'un a commis un féminicide, il va chercher une avocate qui est connue pour défendre les droits des femmes. C'est le principe. Et de la même manière, s'il y a des jurés et qu'il y a un juré juif, on va le récuser quand c'est une histoire d'antisémitisme. C'est l'histoire de la justice. Alors pour prolonger ce que tu évoquais, je voudrais vous renvoyer à un album magnifique qui est La Synagogue, que tu avais publié il y a quelques années, et puis également pour parler un petit peu de l'atmosphère dans des villes de banlieue. Si vous ne l'avez pas vu, je vous renvoie au film de Noé Debré, Le Dernier des Juifs, avec Agnès Jaoui, et qui est très significatif. Une nouvelle question par là-bas. Vous m'entendez? Bonsoir. Alors déjà, bravo pour vos bouquins, parce que je ne vais pas vous faire le coup de je les ai tous lus, mais pour le coup, je les ai vraiment tous lus. Ça, c'est gentil. En commençant par Le Chat du rabbin et en sachant pas où ça allait nous mener, et en passant par Nous vivrons. Et je voulais juste rappeler, Nous vivrons, une partie qui effectivement fait que quand on le lit un an après, ça nous permet de nous souvenir d'un certain nombre de choses, et notamment de la solitude de la manifestation qui a eu le 9 octobre à Paris, où je crois de mémoire où on était
100 000, en tout cas, à manifester, et 90 000 ou 99 000 juifs à manifester, avec personne aux fenêtres et pas de drapeau. Et donc là, on aurait dû se douter que c'était ce qu'on allait finalement vivre pendant ces longues semaines et ces longs mois. Et les fenêtres des balcons se fermaient sur notre passage. Donc ça, je pense que ça rentrera dans la mémoire. En tout cas, dans l'histoire. Je ne veux pas faire la soirée sur Ari Halimi, mais j'ai eu l'occasion parce que je viens de Sarcelles, donc je le connais. Et pour clore le chapitre Ari Halimi, pour le coup, les personnes qui l'ont côtoyé et qui le côtoient ont vraiment l'impression qu'il est dans la haine de soi. Et donc, effectivement, pour ne pas défendre que cette personne qui, elle, a été participée aux manifestations anti-juives à Sarcelles pour brûler la synagogue, etc., pour le coup, Ari Halimi, il ne faut pas louper, il en a fait son fonds de commerce. Et il ne court qu'après ces affaires-là. Alors peut-être qu'il cherche à les convertir ou à les... je ne sais pas, leur faire changer d'avis, d'idée, etc. Mais pour le coup, il est complètement à côté de la plaque. Il pense que c'est le rôle d'un avocat. Le rôle d'un avocat, effectivement, comme vous le dites, c'est le défendre. Mais Ari Halimi, et pour le coup... j'ai pas encore lu Que faire des Juifs, et je vais le lire, c'est promis. Mais si Ari Halimi il est présenté comme quelqu'un de complexe, il faut pas louper le juif qui est dans la haine de soi. Et pour moi, il est le symbole de ça. Je ferme la parenthèse sur Ari Halimi parce que c'est vraiment pas de ça dont je voulais parler. Ma question... Non, moi, je vous dis juste, d'abord, c'est quelqu'un que j'apprécie et que je crois sincère. Et ensuite, pour les gens qui ne liront pas le livre, ce qui me dit est limpide. Je vais le dire autrement. Il y aurait eu Ari Halimi à la tête de LFI après le 7 octobre, on irait très bien. Ari Halimi, c'est quelqu'un qui refuse qu'on parle de génocide, qui refuse qu'on attaque le sionisme, qui pour autant s'aligne sur l'extrême gauche israélienne et qui dit de manière limpide dans le Maghreb, nos ancêtres juifs et musulmans étaient utilisés par le pouvoir colonial et on les dressait les uns contre les autres. Et c'est la même chose qui a été faite après le 7 octobre. Vous trouverez très peu de LFI ou de sympathisants LFI qui disent la même chose. Et après, je l'ai titillé sur des sujets où j'ai trouvé la réponse intéressante. Par exemple, à un moment, il me parle d'islamophobie, islamophobie. Je lui dis, tu sais, moi c'est un mot qui m'embête. Je préférerais qu'on dise racisme anti-musulman ou racisme anti-arabe parce que quand tu parles d'islamophobie, pour moi c'est un délit de blasphème qui n'existe pas en droit français. La réponse qu'il m'a fait, je dis pas que je suis d'accord, je dis que je l'entends, il m'a dit il faut laisser les populations concernées choisir le vocabulaire qui leur convient. On n'est pas là pour leur dire que nous, on dirait autrement. Je ne suis pas d'accord, mais je l'entends. Moi, par les temps qui courent, je ne demande pas grand-chose. Je demande d'avoir des gens avec qui parler. C'est quelqu'un avec qui je parviens à parler et j'ai l'impression d'en sortir. Je dirais pas avec l'espoir. Par exemple, il a des espoirs que j'ai pas. Par exemple, lui pense qu'il faut aller parler aux gens de Tzedek parce qu'il me dit il est en désaccord complet avec ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Mais ils disent figure-toi que dans leur dinguerie, ils sont sincères. Donc ça vaut le coup d'aller leur parler parce que ils sont vraiment juifs pour une partie d'entre eux. Ils sont vraiment marxistes à un niveau que tu peux pas imaginer et ils ont le sentiment de dire un vrai truc. Alors après, ça s'arrête. J'en parle dans le livre. Au moment où ils décident de faire un Kaddish pour Gaza, que je trouve très bien, moi je veux bien faire un Kaddish pour tous les morts du monde, sauf qu'ils découvrent que dans le Kaddish, il y a Israël tous les 3 mots, et ils sautent le mot. Là, pour moi, ça s'appelle un suicide, et moi je veux bien tout, le suicide, je m'arrête. Mais mettez-vous à ma place, je cherche des gens avec qui parler, et ce que j'ai constaté chez Arié, c'est je crois qu'il est sincère. Voilà. Après, si on fait la liste des gens qui disent des conneries, il y en a beaucoup. C'est justement sa sincérité qui me dérange. Voilà. Mais par contre, je ne vais pas faire toute la soirée là-dessus. Parce que non, moi non plus. J'avais juste une question. J'entends, moi, mon métier, j'écoute ce que me disent les gens, je note le dialogue. Vous verrez dans ce livre, il y a beaucoup d'autres personnes qui disent des choses qui, moi, le premier, me révoltent. Mais ça me paraît intéressant. Enfin, pour moi, ça faisait sens de le mettre dans le livre. Alors, ma question, elle est très courte. Par rapport à la notion de pogrom, effectivement, le 7 octobre, enfin, moi, ça fait 16 ans que je vis en Israël, et donc je l'ai vécu aussi de là-bas. C'est la première fois qu'on pense être chez nous, dans notre pays, sur notre terre, et que finalement, le pogrom a lieu à cet endroit-là. Et qu'on n'est pas, pour le coup, entre les mains de ceux qui vont nous exterminer, nous torturer. Et peut-être c'est ça la singularité de ce 7 octobre, de ce pogrom, c'est que finalement, ça a ébranlé, comme vous le dites, pas simplement les Juifs d'Israël, mais les Juifs du monde entier. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est plutôt ça, la singularité du pogrom du 7 octobre ? Oui, absolument. Ça remet en cause tout ce qu'on se raconte, aussi bien sur la sécurité qu'apporte Israël, aussi bien sur toute la doctrine militaire et politique qu'il y avait en Israël avant, c'est-à-dire que la stratégie fonctionnait, et
sur notre place, là où nous sommes aujourd'hui. Ce qui est terrible, c'est que ça nous amène tous une nécessité de penser, et la pensée est paralysée. Pendant 3 mois après le 7 octobre, il n'y a pas eu de programme de fiction sur la télé israélienne. C'était des news en permanence. En France, on est aussi en situation de tension, donc on ne pense pas. Or, il y a une nécessité vitale de se réinventer. Et moi, le moment qui m'a le plus choqué, mais qui était en même temps extrêmement révélateur, au surlendemain du 7 octobre, donc on doit être le 9 au matin, on m'invite sur France Culture et on me met en duplex avec un cinéaste, je crois tunisien, mais qui a des liens avec la Palestine. Je ne me souviens plus lesquels. Bon. Et de manière extrêmement détendue, et pas du tout choqué par ce qui s'était passé le 7 octobre, il dit oui, c'est malheureux, il y a des victimes, mais enfin, un État juif au milieu du monde arabe, ça ne pouvait pas durer plus de 50 ans. Et alors l'émission, comme vous imaginez, j'ai hurlé, l'émission a été coupée au milieu, ils ont présenté des excuses le lendemain, machin. Mais on ne peut pas ne pas voir que pour toute une partie des observateurs malveillants, l'aventure israélienne aura une fin. C'est comme ça qu'ils se représentent le monde. Ils s'imaginent qu'on ait un accident géopolitique. Et un autre ami m'a dit quelque chose qui m'a blessé tout autant, parce que c'était vrai. C'est un grand responsable communautaire, et il m'a parlé des juifs séfarades en France. Il m'a dit, tu sais, il y a des juifs en France depuis plusieurs millénaires, mais les juifs d'Algérie, ils sont arrivés dans les années 60, ils pourraient repartir très vite, et l'histoire de France garderait très peu de choses d'eux. Non, mais c'est vrai, parce que les institutions françaises ont été créées sous Napoléon par des Israélites qui étaient très différents de nous. On peut partir. Israël peut disparaître. On peut se retrouver. Donc, il y a une nécessité à se réinventer. C'est pour ça que moi, j'écoute tous les dingues. Parce que quand on voit l'histoire d'Israël, quand on voit l'histoire des Juifs, vous savez, il y a une manière rabbinique d'enseigner le judaïsme en disant « on a toujours fait comme ça ». Aucune tradition juive ne résiste à l'examen, parce qu'on s'aperçoit que ça change en permanence tout le temps. La langue des prières, la manière dont on prie, l'endroit où on va, comment on se dispute. Donc, celui ou celle qui va trouver une manière de faire survivre le peuple juif pour la génération d'après, c'est quelqu'un dont les mots sans doute aujourd'hui nous révolteraient. Quand on lit, je propose un petit exercice dans le livre, je réouvre Théodore Herzl et je le lis. Pour ceux qui l'ont fait, le pays qu'il décrit ressemble absolument pas à l'État d'Israël d'aujourd'hui. Donc par rapport à ça, c'est un peu quand on n'avait pas de pétrole et qu'on avait des idées, le truc juif, c'est d'inventer des idées auxquelles les autres n'ont jamais pensé. Je pense qu'il est urgent d'inventer quelque chose. Je ne sais pas quoi. Oui, j'avais une question sur... Mais où êtes-vous ? Ici. Bonjour. Ah voilà, je peux m'asseoir. Sur votre dessin, enfin, j'adore votre dessin, les personnages et les expressions sont vibrantes. Et je voulais vous demander 2 choses. La première, c'est quand vous démarrez, donc là, je ne l'ai pas encore lu celui-là, je suis très impatiente. Comment vous abordez ces expressions dans les visages ? Est-ce que déjà dans les portraits, vous démarrez toujours par les yeux ou pas ? Et ensuite, je voulais savoir, en tant que dessinateur, auteur, si, est-ce qu'il y a des choses que vous avez eu envie, dans ce dernier album, d'expérimenter en dessin, en tant qu'artiste, que vous n'aviez pas fait avant ? Est-ce que, comment, au-delà de l'œuvre écrite, comment vous abordez l'aspect illustration, art, et puis aussi, si vous pouvez parler des expressions dans les visages, comment vous les abordez, les yeux, je les trouve fascinants, vos yeux. Oh, merci. Merci. J'allais dire ça m'intéresse, mais ça va vexer si je dis ça m'intéresse beaucoup. Les bandes dessinées ont énormément changé depuis que j'ai commencé à en faire. J'ai commencé en 91-92. Aujourd'hui, le public est prêt à acheter un livre de 500 pages. Et ça change tout. Et finalement, le dessin que je pratique doit autant aux bandes dessinées qu'à la peinture, qu'au croquis d'après nature. Et ce que j'effectue quand je suis face à une interlocutrice ou un interlocuteur, c'est un portrait. C'est-à-dire que je m'assieds en face de lui ou d'elle et je pose aucune question. Et je regarde ce qu'ils me racontent. Et je reste assez longtemps avec eux pour qu'ils aient d'une certaine façon vidé leur sac. Qu'ils arrivent jusqu'à... par exemple, chacun d'entre vous, en me posant une question, vous avez beaucoup de certitude. Moi, le premier, quand j'affirme quelque chose. Si on passe 20 minutes ensemble, vous allez finir par me dire « je sais pas ». Et moi, c'est là que les gens m'intéressent le plus. Et il y a une autre envie derrière ça qui est presque... amoureuse, ethnique, sentimentale.
on nous a tellement reproché nos gueules de juifs, on nous a tellement reproché nos nez, nos doigts crochus au Moyen-Âge, notre corne. J'ai passé 560 pages à dessiner de beaux juifs. Et sans essayer de leur faire des petits nez, si vous voulez. Le premier exercice que je donnais aux Beaux-Arts, j'étais prof pendant 7 ans, comme j'avais des élèves de toutes les ethnies et de toutes les origines, pour détendre l'atmosphère sur les représentations ethniques, je disais, dessinez ma gueule de juif. Je suis dans le métier depuis 30 ans, plein de gens me caricaturent, ils me font un nez juif, c'est vraiment pas sympa, parce que j'en ai un, mais j'ai pas celui qui dessine. Et c'était marrant, ça donnait des super discussions, ça détendait tout le monde, et on comprenait bien en quoi une caricature peut détruire quelqu'un, et en quoi, au contraire, ça peut être un outil de connivence. Bon, moyennant quoi, une élève est allée porter plainte pour antisémitisme à la direction de l'école, c'était la seule élève israélienne de mon atelier. Et après, elle a compris qui j'étais, et on s'est détendu. J'essaye d'expliquer que je tourne autour de mon sujet avec mes couleurs. La nouveauté dans ce livre, c'est qu'il y a des couleurs qui aident beaucoup à chapitrer. Et je crois que le livre est extrêmement romantique. Je crois qu'il y a une envie de tomber amoureux de tous les personnages. Il y a une envie parfois de mettre plein de décors, parfois d'en mettre pas du tout. Il y a un moment quand je me trouve à Tel Aviv avec mon petit cousin Benjamin Tayeb qui me raconte la famille, qui me raconte la guerre, qui me raconte pourquoi les gens embrassent les bancs parce qu'il y a des autocollants avec les noms des jeunes gens qui sont morts. Là, il n'y a plus de décor du tout. Quand je dessine, y compris des garçons, des gens dont la beauté éclate la page, je ne la fais pas disparaître, je les regarde vraiment de manière amoureuse, je regarde la main, je regarde comment ils se comportent. Et parfois, Chagall disait, j'ai envie de prendre tous les juifs de mon village et de les mettre en sécurité. Il y a un moment où cette envie était rageuse, c'est quand la journaliste de Libération, F. Seftel, a accepté de me parler. Et elle m'a parlé avec une sincérité que je n'attendais pas. C'est-à-dire qu'elle m'a raconté dans le détail les années de ce qu'elle avait subi en conférence de rédaction, d'abord au Monde, ensuite à Libé et dans toute sa carrière de journaliste, et à quel point on se blinde contre l'antisémitisme et au bout d'un moment on explose. Et à chaque phrase, je lui disais, mais ça c'est off, ça c'est... Elle me dit, non, tu peux le raconter. Et au milieu de ça, elle me raconte son travail d'envoyé spécial immédiatement après les massacres du 7 octobre. Et elle est dans les kibboutz et elle voit des choses qu'elle raconte là aussi avec sa froideur de journaliste, mais on voit bien l'être humain qu'il y a derrière. Et ce sont des lieux où le dessin aide à comprendre ce que j'éprouve. C'est-à-dire... et ça aide à comprendre aussi... ce sentiment de proximité qu'on a vis-à-vis d'autres juifs, alors qu'on sait qu'ils sont irrémédiablement différents. J'interroge ça beaucoup dans mon dessin, c'est est-ce qu'on est pareil ou est-ce que pas du tout. Mais ça, sans dessin, si je mets que du texte, ça marche pas du tout. Voilà. Alors, moi aussi, j'ai adoré... C'est moi, pardon. J'ai adoré votre expo hommage, toutes vos BD. J'ai hâte de lire aussi Que faire des Juifs. Et je voudrais savoir, même si vous êtes français jusqu'à l'os, quand vous dites que vous terminez toutes vos BD en Israël, est-ce que ça correspond à un désir ? Ou si c'est pas le cas, est-ce que c'est une forme d'idéal ou voilà, à quoi ça correspond ? Je vous remercie beaucoup. J'ai dû répondre à cette question. Je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que je me sens tellement mieux quand je suis en Israël? Alors, il y a beaucoup de juifs qui disent on se sent mieux en Israël parce que c'est chez nous. Mais moi, c'est tout l'inverse. Moi, je me sens tellement mieux en Israël parce que c'est pas chez moi. Donc, je suis pas responsable de la politique de Benjamin Netanyahou. Je suis pas responsable de leurs disputes auxquelles je ne comprends rien du tout. En revanche, en France, je me sens pas bien parce que c'est chez moi. Ça fait 30 ans que je me bats pour les amitiés judéo-arabes. Ça fait 30 ans qu'avec le chat du rabbin, je rêve d'une France qu'on n'aura sans doute jamais. Donc je me sens, d'une certaine façon, responsable de l'échec collectif. Il y a ça. Et ensuite, il y a un moment antisémite du livre. C'est le moment où, après 3 ou 4 jours à Tel Aviv, surchargé d'émotions de tous mes interlocuteurs, parce que moi, mon problème avec Israël, c'est l'émotion énorme que j'ai vis-à-vis de tout le monde, et tandis qu'en France, on est mieux élevé, on ne dit pas les choses. La première fois où j'ai rencontré ma productrice, au bout de 3 minutes, je lui parlais de la mort de ma mère. C'est pas normal dans des rapports professionnels de faire ça. C'est pas normal. Et au bout d'un moment, et le moment anti-juif du livre, c'est quand je passe une soirée formidable avec la journaliste Éléonore Veil, qui me raconte des choses extraordinaires, passionnantes. Enfin, elle s'en va, et je suis seul, j'ai Tel Aviv pour moi tout seul. Le seul juif de la rue, c'est moi. Et c'est le bref moment où j'ai eu l'impression que c'était chez moi parce que je me suis approprié la ville parce qu'il n'y avait personne d'autre. En vrai, il n'y avait pas un chat, donc j'ai dessiné un chat dans le livre. Mais il y a un grand changement avec le judaïsme de nos parents, en tout cas de la manière dont je le perçois. Mon père m'a élevé dans l'idée que le destin d'un juif, c'était d'aller vivre en Israël. Moi, je ne peux pas oublier
qui a une présence juive plurimillénaire en France, mais je dois dire dans le monde entier. Et moi, mon ambition pour les Hébreux, c'est qu'ils aient le droit d'être hébreux là où ils veulent. Et si on n'est pas capable de défendre cette multiplicité du judaïsme, on risque de passer à côté tout simplement de notre futur. Voilà, alors on va proposer à Jean-François de poser la dernière question. Alors c'est une question sur une Gay Pride qui dure depuis plusieurs dizaines d'années, où il y a des gens de toutes les origines. Ils n'ont aucun drapeau, ni juif, ni musulman, ni chrétien, ni noir, ni vert, ni jaune. Et ça s'appelle la laïcité. Comment on réagit par rapport à ça ? Est-ce que c'est pas finalement la plus belle manière pour les juifs d'aller dans un endroit où ils sont bien ? C'est une des questions les plus déchirantes de la soirée, et je te remercie de la poser. Vous avez sans doute écouté comme moi les 5 heures d'émission de Colin sur l'affaire Dreyfus sur France Inter, qui sont extraordinaires, et il rappelle à quel point, pour les anti-Dreyfusards, pour les anti-juifs, juste derrière le juif, il y avait la République. Parce qu'à tort ou à raison, ils voyaient la République comme une création juive, c'était en tout cas une création récente. On a tous été armés par cette idée d'un espace public libéré des signes identitaires, qui libérait à la fois les agnostiques et les croyants, qui permet à chacun d'avoir sa place. Bon, cette spécificité française, la laïcité, elle est tailladée par le monde entier, pas seulement par le fanatisme religieux oriental, elle est tailladée par la vision américaine, par la vision protestante, par la vision allemande, par mes copains allemands, mes copains journalistes allemands, ils disent vous êtes formidables en France parce que vous prétendez être laïque, mais il n'y a pas un peuple qui parle autant de religion que vous. En Allemagne, on n'est pas laïque, mais on n'en parle jamais. Et là où il y a moi, vous m'auriez jamais vu avec une étoile de David et un chai. Quand des gens ont voulu m'offrir une étoile de David à ma bar mitzvah, mon père, qui était pourtant très religieux, disait les nazis nous ont forcé à la porter, on ne va pas la mettre pour le plaisir. Pourquoi je la porte ? Parce qu'il y a plein de juifs qui n'osent pas la porter aujourd'hui. Et pourquoi j'ai le mot juif à la bouche en permanence ? Parce qu'il y a une obsession juive dans la vie publique, il y a une obsession identitaire dans la vie publique. Je crains que quand on a sorti ce diable de la boîte, il n'y retourne pas. Alors, il y a un drame commun en France et en Israël, c'est que je peine à voir le projet de société à venir. Je peine à voir quel est le projet en France, et c'est ce qui fait que la crispation constante en France. Et en Israël, aujourd'hui, je peine à voir le projet de société. Tous mes camarades me disent on est encore le royaume d'Israël et le royaume de Juda. C'est-à-dire qu'il y a des guerres de l'âge du bronze qui sont encore là. Moi, qu'Amos Oz ait dit sur les Israéliens et les Palestiniens « aidez-nous à divorcer », on peut le comprendre. Qu'aujourd'hui, beaucoup d'Israéliens le disent par rapport à d'autres Israéliens, c'est une souffrance particulière. Donc, derrière ta question, je vois comment on va vivre dans une génération. J'en ai pas la moindre idée. Mais on ne peut pas voir que ce qu'on a vécu en France depuis notre jeunesse, c'était quelque chose d'extraordinaire. Malheureusement, il semble que ça n'ait pas été appelé à durer. Alors, on arrive à la conclusion de cette soirée qui va se prolonger, bien sûr, au rez-de-chaussée avec la dédicace des 2 derniers albums de Johann Sfar. Alors, je voudrais faire un triple merci. Tout d'abord, vous remercier parce que vous avez été un public formidable. Et le deuxième merci, c'est vraiment à Michel Kichka d'être venu spécialement de là d'où tu étais pour venir nous écouter. Et je voulais te remercier pour tout ce que tu as dit, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu vas faire. Je rappelle que dans ton précédent livre, Nous vivrons, il y avait un sous-titre qui était « Enquête sur l'avenir des Juifs ». Et aujourd'hui, à la question « Que faire des Juifs ?», eh bien, tu nous as convaincus que nous sommes dans le présent et que nous sommes dans l'avenir. Et je voudrais terminer en reprenant une citation qui, pour moi, m'est très chère et qui, au fond, nous va tout à fait. C'est Golda Meir qui, un jour, a dit « Le pessimisme, c'est un luxe qu'un juif ne peut pas se permettre. Bonsoir. » Merci beaucoup pour votre accueil et merci d'être là.